Bonjour et bienvenue dans cette émission Questions aux experts, aujourd'hui consacrée à la place de la sage-femme dans l'endométriose. Cette maladie qui touche en France environ une femme en âge de procréer sur 10 peut être très invalidante en termes de qualité de vie, que ce soit en raison de douleurs ou d'infertilité. Alors quand on parle d'endométriose, on pense souvent gynécologue, mais il est quand même nécessaire de rappeler que c'est le plus souvent la sage-femme, homme ou femme d'ailleurs, puisque n'oublions pas qu'il y a 3% de sages-femmes hommes en France, et cette sage-femme a un rôle très important auprès des patientes, et elle est souvent la première personne à la dépister. Mais quelle place a le ou la sage-femme dans l'endométriose, que ce soit dans le dépistage, la prise en charge et l'accompagnement? Pour en savoir plus, nous sommes avec Benoît Le Goëtec-Mercantini, sage-femme à Pleuc-l'Hermitage dans les Côtes-d'Armor en Bretagne, mais aussi rédacteur en chef des dossiers de l'obstétrique, auteur de plusieurs livres et intervenant pour l'association Du Côté des femmes qui œuvre en faveur de l'autonomie des femmes. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors en 2017, la HAS, la Haute Autorité de Santé, a émis des recommandations sur l'endométriose en mettant en avant la place primordiale de la sage-femme à la même hauteur que le médecin généraliste. Est-ce que ça a changé vos pratiques et qu'est-ce que ça a changé pour vous? Alors ce qui a changé les pratiques, je dirais plus que cet avis de la HAS, c'est l'ouverture à la gynécologie de prévention aux sages-femmes il y a une quinzaine d'années. Et ça a été quand même une grande révolution pour nous, une grande révolution pour les femmes, puisque ça a permis qu'on voit les femmes en dehors de la grossesse et juste de la contraception. Et nos cabinets sont quand même remplis de gynécologie maintenant. Moi, je suis en Bretagne, dans une zone rurale sous-dotée. Je fais 80% de gynécologie de prévention. Et à partir de là, quand il y a des avis qui, comme ça, en plus, rappelle cette compétence, mais la cible sur un elle n'en trouvait plus dans certaines zones, faute d'accès aux soins, et elles ont enfin une réponse possible au dépistage, en tout cas, déjà. Pour nous, ça a changé que toutes les compétences nouvelles et tous les appuis qu'on met sur les compétences nous obligent au moins à aller se former davantage et à devenir quand même un peu plus pointu pour savoir et bien dépister et bien orienter. Et voilà. Alors justement, par rapport au dépistage, quels sont les symptômes, les éléments rapportés par la femme qui vont vous faire penser, vous, à une endométriose? Alors, le plus fréquemment, ce qui revient le plus, c'est quand même les dysménorrhées, les douleurs de règles intenses, et puis qu'elles décrivent dans une localisation un peu particulière, plus médiane ou plus postérieure. Et puis souvent, quand on a ces symptômes qui sont importants et qui sont décrits comme impactant même la vie au quotidien, eh bien, on creuse un petit peu les questions. Et le deuxième symptôme qui est souvent très corrélé, ce sont les douleurs liées au rapport sexuel et des douleurs qui vont être décrites comme plus profondes, voilà. Après, c'est moins fréquent, en tout cas dans la première parole, ça vient plus dans le questionnaire, mais comme première interpellation, c'est ces deux raisons-là. Les autres, c'est des fois des douleurs un petit peu anarchiques dans le cycle, des douleurs quand elles vont uriner, mais ça vient pas d'emblée. Les premiers symptômes rapportés par la femme, c'est ces douleurs intenses, paroxystiques, des règles et de sexualité. Alors je reviens sur un petit détail. Le fait que vous soyez un homme, sage-femme, est-ce que ça ne crée pas un blocage chez les femmes pour vous parler de leurs symptômes? Là, je viens de m'installer dans une zone assez rurale en Bretagne. Pour les femmes d'un certain âge, il faut qu'elles fassent une démarche de se dire « je vais essayer un homme sage-femme ». Pourtant, elles avaient des médecins hommes gynéco. Mais elles le voyaient beaucoup plus dans la sage-femme, dans cette entité de la grossesse, et puis dans l'accompagnement. Et puis, voilà. Et puis paradoxalement, pas tant que ça, une fois que pour certaines générations, elles ont franchi le pas, mais pour les autres, pas tant que ça, parce que, comme on le voit dans d'autres temps de la gynéco, elles viennent chercher ce qu'elles ont connu ou ce qui est véhiculé autour de la sage-femme, qui est outre sa compétence médicale et scientifique, tout ce temps de l'autre, ce temps de l'accompagnement, ce temps
de veiller auprès de l'autre et on a cette dimension d'écoute qui est bien véhiculée dans la population. Et le fait d'être un homme, eh bien, me protège de l'identification ou du vécu en fait personnel, qu'au final la parole par moment se libère grâce à ça. C'est-à-dire que moi au moins je ne peux pas juger, je ne sais pas ce que c'est, oui. Je peux qu'accueillir et écouter. Et après, quand elle trouve au-delà de cette masculinité l'écoute et la réponse, alors là on devient extraordinaire presque. Tout à fait. Et au niveau de l'examen clinique, de l'examen gynécologique de la patiente, est-ce qu'il est plus orienté? Comment il est organisé pour arriver à un dépistage d'endométriose? Alors moi, sur l'examen clinique, dès que l'interrogatoire pourrait m'y faire penser, en fait, je dirais que c'est à peu près le même avec leur accord toujours d'essayer de regarder, donc l'examen gynécologique classique sous spéculum, et puis un toucher vaginal parce que ça va orienter non pas seulement au diagnostic, mais potentiellement à la localisation des foyers sur des douleurs, de pression. Par contre, d'emblée, il y a une vigilance plus grande parce que c'est un examen qui peut quand même être plus douloureux, en fait. Donc, on a cette tentation-là. Puis après, j'essaie de voir si je vois des petits foyers bleutés, des petites choses sur le col, mais il est souvent pas très symptomatique, en fait. Enfin, l'examen clinique ne nous a pas forcément souvent des signes. C'est assez rare que je... Par contre, il m'aide à me dire, tiens, peut-être c'est plus ce stade-là ou ce stade-là, parce que dans le toucher vaginal, je sollicite ici, ça fait mal tout de suite, voilà. Plus dans cette visée-là. Je dirais que pour moi, c'est la vigilance après le questionnaire à regarder avec plus de précision, si je vois pas des petits foyers, une précision sur les appuis du toucher vaginal, mais il reste le même en fait que sur les autres douleurs pelviennes ou l'examen clinique de prévention. Alors au niveau des examens complémentaires pour dépister ou diagnostiquer une endométriose, qu'est-ce qu'il vous est possible à vous en tant que sage-femme de prescrire? Alors nous, dans les examens complémentaires, que ce soit dans la grossesse ou dans la gynécologie, donc notamment dans l'endométriose, on n'a pas de limite de prescription. C'est-à-dire qu'on peut prescrire tous les examens complémentaires qui seraient nécessaires au dépistage de chaque pathologie. Notre limite, elle va plus être sur la prise en charge après ou sur la prescription de traitement. Et dans les examens complémentaires, étant donné qu'on est en première ligne pour faire du dépistage, de l'investigation, eh bien, on n'a pas de limite dans nos compétences, en fait. Donc, moi, je prescris un peu ce qui est plutôt recommandé en première intention, l'échographie, l'IRM si nécessaire, en disant que chacun a ses limites dans le dépistage. On va voir mieux une endométriose superficielle avec l'écho, on va moins la voir avec l'IRM. Enfin, donc, j'essaie de dire que, et surtout que ce n'est pas parce qu'on voit rien à certains examens qu'il n'y a rien. Parce que c'est ce dont ont souffert les femmes dans l'endométriose avec des retards au diagnostic monumentaux, c'est que, non, tout est normal, mais tout est normal s'il y a un symptôme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé. Il faut aller plus loin. Les autres examens, ça m'est arrivé d'en prescrire, mais plus rarement parce que souvent, j'ai déjà passé la main. Ouais. J'ai déjà passé la main aux spécialistes et aux gynécologues, mais aux gynécologues spécialisés. Ce que j'essaie juste de faire, c'est quand j'oriente pour un examen complémentaire, même une écho, d'orienter vers des gens qui sont spécialistes de l'endométriose. Parce que je sais que pour faire un diagnostic d'imagerie dans cette pathologie-là, il faut quand même être pointu, en fait. Et là, c'est important. Et je peux prescrire ce que je veux dans les examens complémentaires. D'accord. Et est-ce que vous avez des outils, vous, pour évaluer la qualité de vie, la douleur ? Alors, je prends l'échelle endométriosique Health, je ne sais pas bien parler anglais, pour la qualité de vie, qui prend un nombre de questions qui vont montrer quel impact ça a pour voir quel degré est la douleur ou jusqu'où ça va dans la vie quotidienne. Les échelles de la douleur, je sais les faire décrire et puis sinon, si besoin, j'utilise les échelles classiques que j'utilisais en salle de naissance, qu'on utilise aussi pour la douleur d'une contraction utérine de 0 à 10 et puis voilà. Mais après,
c'est surtout l'autre échelle qui est intéressante parce qu'elle prend aussi l'état psychique en fait, que la douleur induit, que l'isolement induit, qui est intéressant. Alors, c'est pas forcément pour moi un outil que j'utilise régulièrement, puisque je pense que dans l'interrogatoire, ma façon d'aborder, de dire, ça en fait partie. Mais parfois, quand il faut l'objectiver, puis surtout pour leur montrer que si elles ont descendu leur score après, quand on a réussi à traiter, eh ben, que c'est un vrai progrès. Et donc, psychiquement après, accepter même certaines douleurs qui persistent, mais qui sont déjà plus les mêmes parce qu'on a pu reprendre le travail, aller à la fac, enfin, voilà. Alors, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais à quel moment vous allez vous dire, ben là, c'est bon, je passe la main au gynécologue? Alors, je vais passer la main quand il y a un diagnostic avéré sur l'imagerie, ou essentiellement, une fois que j'ai fait mon examen clinique, j'ai écouté, que j'ai prescrit les examens qui reviennent avec un diagnostic, je passe la main au gynécologue. Je passe la main au gynécologue parce que pour moi, ça va éviter du retard dans la possibilité de choix du médicament. Suivant le degré de la douleur ou autre, je prescris quand même, au moment où je passe la main néanmoins, les progestatifs par exemple, ou les traitements à base de contraceptifs, puisque ça je peux les prescrire. Mais je passe la main quand même parce qu'il y a des traitements qu'on ne peut pas prescrire et je préfère que quelqu'un évalue ce qui est le mieux pour ne pas perdre du retard quand le diagnostic est posé. Et puis sinon, je passe la main, c'est quand, pour moi, c'est ça, vu tout l'interrogatoire, vu tout ce que j'écris, et pour autant, je n'ai pas d'examen complémentaire qui me pose le diagnostic. Donc, il faut aller plus loin. Et là, je passe la main, et j'essaie de passer la main à des médecins gynécologues qui sont vraiment dans les réseaux spécifiques de l'endométriose parce que sinon, entre guillemets, autant pas passer la main si je repasse à un médecin généraliste qui n'est pas spécialisé. Il est médecin, il pourra prescrire, mais il ne pourra pas peut-être aller jusqu'au bout de la performance, et donc il retransmettra lui aussi à quelqu'un d'autre. Donc je vais direct à la source des spécialistes. Mais c'est les deux circonstances où se passe la main, le diagnostic et l'absence de diagnostic, et pourtant des symptômes qui persistent malgré les traitements que l'on a pu donner. Et quelle place vous avez, vous, ou quelle place a le ou la sage-femme dans les traitements, qu'ils soient antidouleurs, antalgiques, hormonales, chirurgicales? À quel moment on va avoir besoin de vous? Alors nous, on peut prescrire, donc déjà essayer de voir si ça améliore, ça traite, avant justement d'embrayer sur tout le reste et de passer, ou si c'est rebelle, tout ce qui est antalgique, tout ce qui est progestatif, macroprogestatif, contraception progestatif ou combiné, tout ça on peut le faire, parce que ça fait partie de nos compétences. On a la limite sur les progestatifs de synthèse, comme le Dienogène, parce qu'il n'a pas la même contraception. Donc, il ne fait pas partie de notre liste, alors que tous ceux qui sont utilisés pour l'endométriose, mais qui ont l'autorisation de mise sur le marché contraceptif, font partie de notre liste de possibilités de prescription. Et puis, on a les médicaments, d'autres médicaments qui sont utilisés parfois qu'on ne peut pas prescrire, c'est les antagonistes de la GnRH et tous les antidépresseurs qui, quand on soupçonne quand même une douleur qui finit par être une douleur aussi un peu neuropathique ou un état psychique qui est difficile et qu'on associe parfois ces traitements-là, certains antidépresseurs, comme dans les algies pelviennes, nous on ne peut pas. On ne peut pas, donc là on est aussi obligé de passer la main pour avoir un traitement adapté. On peut au moins faire les premiers traitements, notamment mettre en contraception continue pour voir si ça améliore déjà les douleurs, si ça va. Et ce qui sera un atout pour quand elles arriveront à avoir le rendez-vous, elles auront déjà essayé quelque chose, que ça ait marché ou que ça n'ait pas marché, et puis c'est déjà lancé, quoi. Et c'est ce qu'ils nous demandent souvent dans les gynécologues spécialisés, c'est d'avoir déjà, effectivement, on fait tous les examens et tout ce qu'on peut faire dans ces premiers traitements en contraceptif combiné ou progestatif. Et qu'est-ce que vous pouvez proposer d'autre? Quels moyens vous avez pour, autre que la chirurgie, autre que les médicaments, qui pourraient soulager ou qui peut soulager ces femmes atteintes d'endométriose? Alors, même s'il y a des faibles niveaux de preuve dans la science, dans tout ce qui est parallèle,
moi, je sais que ça aide quand même grandement, ne serait-ce que à préserver un état psychique, un certain enthousiasme, une qualité de vie, à gérer la douleur quand même, à participer et à pouvoir répondre aussi à son désir en appréhendant moins les douleurs dans la sexualité. Alors moi, j'ai d'autres formations à mon actif, donc je les utilise. Je suis acupuncteur, donc je vais proposer l'acupuncture, qui a quand même aussi un effet thérapeutique, outre que sur la douleur et le bien-être. Je suis praticien EMDR, j'ai fait, bon, c'est parallèle à la profession de sage-femme, mais c'est des outils complémentaires de techniques d'optimisation des potentiels. Donc en fait, j'utilise tout ça, c'est-à-dire la respiration carrée, la respiration lente et profonde. J'utilise l'image métaphorique d'émotions positives, comme la joie. J'utilise la méditation, enfin tout ce qui va permettre de pouvoir au moins améliorer la qualité de vie, améliorer la gestion et le vécu de la douleur pour pouvoir s'en sortir. Et puis un travail aussi toujours de soutien avec des émotions comme la confiance, etc., pour qu'elles aient toujours quand même le sentiment de l'écoute. Et puis après, ben, ça dépend de chaque femme. Il y en a, elles seront plus à même d'accueillir un massage, par exemple. Donc je vais les encourager plutôt au massage, au toucher, qui est soulageant, plutôt que le mental où elles n'y arriveront pas. En fait. Mais oui, toutes ces techniques vraiment parallèles, alors je peux orienter sur un hypnothérapeute parfois, je peux orienter sur un phytothérapeute aussi, qui sont plus difficiles à trouver, mais ce qui est toujours difficile quand j'oriente sur d'autres disciplines comme ça, c'est de où est la compétence parce qu'on n'a pas de réglementation sur les formations et je ne trouve pas forcément des médecins qui ont des compétences associées. Et dans le coup, c'est un peu compliqué d'orienter bien sans charlatanisme au final. Et par rapport à l'infertilité, aux problèmes de stérilité, quelle place vous avez en tant que sage-femme ? Alors nous, déjà dans l'infertilité, on rassure déjà, parce que c'est vrai qu'il y a 30% d'infertilité avec l'endométriose, mais ce n'est pas un chemin obligé. Ça dépend du stade, ça dépend depuis quand. Donc, on essaie déjà de rassurer et de voir, oui, effectivement, ça peut être difficile d'informer, suivant le stade, depuis quand elles ont mal, où on en serait de l'endométriose. Et puis après, ben, on peut quand même complémenter par un bilan d'infertilité, pour voir d'abord si c'est lié à ça, s'il n'y a pas autre chose. Donc nous, comme on peut prescrire les examens, on peut prescrire chez la femme. Donc le bilan hormonal, le FSH, LH, enfin tout ce que veut. L'écho, souvent on l'a fait. Et puis après, on est coincé pour l'homme, par contre. Donc, on ne peut pas aller au fond du bilan d'infertilité en se disant, OK, il y a l'endométriose, mais potentiellement, on peut peut-être avoir autre chose. Donc, quand même, faire un bilan de base d'infertilité parce que la prescription des bilans dans l'infertilité pour les hommes ne fait pas partie de nos compétences. Oui. Donc là, vous pouvez... Voilà. Donc, on peut faire qu'un bilan complémentaire d'infertilité. Oui. Moi, en général, je fais ça quand même en disant, vraisemblablement, on a notre cause, on a notre origine, mais élargissons quand même la recherche sur le bilan de base pour être sûr qu'on n'ait pas aussi autre chose associée qui nous ferait, encore une fois, ne pas être sur la bonne cible. En fait. Et puis, rassurer, vraiment faire confiance au fait que c'est un facteur de risque d'infertilité, mais elle n'est pas de 100%, quoi, en fait. Elle dépend du stade, elle dépend depuis quand, parce que sinon, ça rend difficile. Et puis l'autre problème, c'est qu'il faut aussi accueillir les hommes, et ça, on peut le faire en entretien, on peut le faire quand ils viennent en couple, sur cette infertilité, en leur disant aussi qu'on a une problématique, c'est que vous avez un désir de grossesse, oui, mais les traitements qu'on peut donner à la femme pour vivre ces douleurs, ils sont incompatibles avec la fertilité, puisqu'ils vont être contraceptifs, vont être antagonistes de certaines hormones. Donc, de temps en temps, c'est essayer quand même de leur dire, où vous en êtes de votre projet, qu'est-ce qui est vivable pour elles, est-ce qu'il ne faut pas prendre le temps déjà d'essayer de soulager, de traiter l'endométriose pour faciliter la fertilité, mais aussi pour qu'elle aille bien, quoi. Et ça, c'est compliqué pour certains hommes qui seraient dans un désir d'enfant, qui subissent déjà par la maladie aussi une distance, un intervalle plus grand dans la possibilité ou un doute sur la fertilité, et qui en même temps doivent entendre que la femme, elle ne peut pas forcément vivre avec ses douleurs, elle ne peut pas vivre comme ça, et que si on doit la soulager, il n'y aura pas possibilité de grossesse, puisque les traitements vont aller à l'encontre, en fait.
Donc c'est pas simple. Et puis après, c'est travailler en même temps sur la sexualité, parce que quand il y a douleur dans la sexualité et tout ça, c'est quand même plus compliqué. Ouais. Donc on peut se dire que vous avez finalement une place importante, pas seulement pour la femme, mais pour le couple, pour l'homme, le compagnon de la femme atteinte d'endométriose. Ben oui, parce que c'est compliqué de vivre auprès de quelqu'un qui a mal, dans l'impuissance de faire quelque chose, de comprendre aussi cette endométriose qui est beaucoup plus parlée maintenant de façon médiatique, mais qui en même temps est tellement parlée que tout le monde dit j'ai une endométriose quand c'est pas forcément vrai, que des fois elle est banalisée par les conjoints. Et puis quand elle est réelle, ils la comprennent pas. Le sang des femmes, on va dire, est assez tabou pour les hommes, et ce qui se passe dans leur corps au niveau génital aussi, où ça leur fait peur, en fait. Et en même temps, ils vivent à côté de quelqu'un qui a mal, qui va avoir mal dans la sexualité, donc ça va impacter forcément la conjugalité, le couple, et puis la vie de tous, hein, parce que quand la douleur, on est au point de psychiquement être toujours sans enthousiasme, c'est compliqué, donc il faut aussi qu'ils comprennent ça, et les soutenir. Et quand il y a infertilité, c'est compliqué parce qu'ils connaissent et ils savent qu'il y a une pathologie, comme dans toute infertilité. Oui, mais le désir, il est là quand même, quoi. Et donc, oui, on les soutient plus dans l'entretien, nous, par contre. Et après, c'est les services de prise en charge de l'infertilité qui, normalement, doivent faire leur job de accueillir et de soutenir le couple, sans être que dans la médecine. Et en tant que sage-femme, quelles sont vos relations avec les autres professionnels de santé qui peuvent dépister aussi l'endométriose, donc comme l'infirmière, le médecin généraliste? Comment ils perçoivent la place du ou de la sage-femme? Alors, ça dépend. Je dirais vraiment, tous ceux qui sont infirmières et tout, quand ils ont dans des entretiens des femmes qui leur racontent, ou la pharmacienne, par exemple. Moi, je vois, j'ai beaucoup d'orientation par les pharmaciens, parce qu'elles viennent, et puis elles racontent leur douleur, et puis elles viennent chercher des choses, et puis ils disent, allez vers la sage-femme. Nous, ici, ça marche bien, ça. Parce qu'ils savent qu'on va quand même avoir un regard direct gynéco. De même qu'ils orientent pour les douleurs pelviennes ou des infections génitales, etc. Et comme il n'y a pas assez de gynécologues disponibles rapidement, nous, c'est un peu plus facile. Les pharmacies sont un bon vecteur, donc ça se passe très bien. Les médecins généralistes, ça dépend. Soit ils ont déjà fait un peu ce qu'on a fait, parce qu'ils ont fait une formation ou ils ont une compétence en gynécologie, expérientielle ou réellement parce qu'ils ont fait des formations avec des réseaux ou des diplômes universitaires de gynéco. Eux, ils font un peu comme moi, c'est-à-dire que s'ils sont à la limite, ils ne vont pas orienter vers moi. Ils vont orienter directement au gynéco spécialisé. Donc là, on n'a pas un lien d'orientation. Les généralistes qui ne font pas de gynéco, c'est variable, ça dépend de la relation qu'ils mettent à la sage-femme. Certains, ça se passe très bien, ils orienteront vers nous parce qu'ils savent que justement, on aura un regard qui va permettre d'avancer les choses. Et puis d'autres qui sont toujours dans une sorte de compétition médecin-sage-femme, au lieu de complémentarité, orienteront directement vers le gynéco. Il faut penser que le généraliste, il est quand même... on va le dire, c'est pas un gros mot, hein, mais le généraliste de la gynéco. Donc quand ils ont plutôt suivi par le généraliste, ils vont directement au spécialiste, et nous, ils nous considèrent comme une spécialité à part entière de la femme, mais au même titre qu'eux, on a une limite plus grande d'ailleurs, qui est la prescription. Donc voilà. On a quand même des bonnes relations, globalement. Oui. Globalement, ça se passe bien. Oui. Et vous savez, même ici, j'ai été très surpris, parce que venant de la région parisienne, où il y avait plus d'opposition entre les gynécologues qui sont très nombreux, même s'ils sont surchargés, ici, les gynécologues étant en insuffisance, ils disent, si vous n'avez pas vu la sage-femme, je ne vous prends pas. En fait, comme l'ORL ne prendra pas si on n'a pas vu le généraliste. Et donc, j'ai été assez estomaqué de voir comment chacun a bien pris sa place dans le réseau de soins. Et ça, c'est plutôt au bénéfice des femmes. Et selon vous, quelle place ont les associations comme EndoFrance et d'autres dans la prise en charge de l'endométriose? Alors, une place vraiment primordiale, parce que d'abord, ils informent correctement, c'est-à-dire qu'ils ont fait des livrets, des sites d'information qui définissent bien ce qu'est l'endométriose, avec un langage que chacun peut mieux comprendre, avec du temps aussi.
Et puis, ils font tomber les croyances aussi. J'ai lu sur certains sites comment ils font tomber les croyances que ça y est, c'est fichu pour tel truc, ou j'aurai mal tout le temps, ou il n'y a pas de traitement, ou voilà. Très bien, donc on arrive vers la fin de cette émission. Quel message vous souhaiteriez faire passer aux personnes qui nous regardent? Le message est déjà que tant qu'elles ont mal et qu'on n'a pas posé de diagnostic, il ne faut pas qu'elles se rangent dans la fatalité, j'aurai mal et c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est nous qui n'avons pas encore trouvé. Si elles ont des symptômes, c'est qu'il y a quelque chose. Et de ne pas se dire, et accepter le c'est normal madame, en gros vous êtes une femme, vous avez un cycle, vous aurez mal. Hein. Parce qu'on en voit beaucoup qui au final sont en retard et ne viennent même plus parce que voilà, elles n'ont pas l'écoute nécessaire. Donc elles affirment leurs symptômes jusqu'à ce que nous on les entende et on aille au bout de nos possibilités de recherche. En fait. Ensuite, qu'elles osent nous dire ce qu'elles font à côté, qu'on sera sans jugement parce que et qu'elles fassent ce qui leur semble bon pour améliorer leur qualité de vie, quand bien même tout n'est pas reconnu officiellement par la médecine, parce que sinon, en fait, nous, on peut moins bien les conseiller si tout n'est pas parlé, et puis elles vont passer à côté de possibilités de prise en charge. Et puis d'avoir une confiance toujours, en fait, parce que c'est une maladie difficile, hein, on ne sait pas bien d'où elle vient, pourquoi, comment. C'est une maladie difficile de diagnostic, mais il y a des possibilités. Et il faut donc qu'elles gardent cette confiance-là parce que c'est aussi ça qui les aidera à avoir moins d'impact sur leur quotidien, c'est de se dire on va en tout cas essayer au moins d'améliorer si on ne peut pas tout traiter, mais de traiter. Bien, merci beaucoup Benoît d'avoir répondu à toutes ces questions. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez revoir sur notre site Pourquoi Docteur ou sur notre chaîne YouTube. Au revoir et à très bientôt pour un autre Question aux experts.